Nous sommes de retour sur le plateau TV Finance pour cette édition du 5 octobre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, comme annoncé, il est l'heure de retrouver sur le plateau TV Finance Alexandre Baradez. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci Alexandre d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Chief Market Analyst chez IG et avec vous, on va revenir sur ce qui secoue actuellement les marchés financiers depuis un certain temps, mais ça semble prendre de l'ampleur de plus en plus dans l'esprit des investisseurs. C'est la hausse des rendements obligataires, notamment du côté des États-Unis. On voit que le spread 10-2 ans est négatif depuis déjà pas mal de mois, depuis juin 2023. Du coup, selon vous, est-ce que ça va perdurer et quel va être l'impact sur les marchés? Comment ça va? Alors, l'impact, il est visible maintenant. En fait, Ouais. Il était même visible l'année dernière. Plus les taux grimpent, en gros, plus il y a une alternative au marché action finalement, parce que les taux qui montent, notamment les taux courts américains, qui sont montés à plus de 5%, même sur des rendements beaucoup plus courts, un mois, on a des niveaux de 5,50, donc quasiment les taux de la Fed en fait. C'est-à-dire que vous avez du cash qui est très bien rémunéré, et donc les gérants, finalement, les gestions, la smart money, est payé pour patienter. Et du coup, ça ne donne pas envie d'acheter les actions, parce que le rendement à 5% est supérieur au rendement du S&P, par exemple. Le dividende ou autre cumulé sur une année complète, eh bien, c'est en dessous de 5% pour l'SP500. Donc, ça donne cette phase où les gérants ne se pressent pas et les investisseurs ne se pressent pas à racheter les actions. Et c'est aussi un signe que les tensions sur les prix sont toujours présentes, même si elles refluent assez nettement quand même, on l'a vu sur les chiffres d'inflation aux États-Unis. Mais il reste loin de la cible des 2% quand même. Voilà, on est sur l'inflation cœur américaine à 4,3% à peu près, donc c'est toujours 2 fois au-dessus, mais il y a toujours ce phénomène d'inertie des hausses de taux embarquées qui va continuer à produire ses effets dans les mois à venir. Donc le job de la Fed, c'est de dire à quel moment on arrête complètement les hausses de taux. Moi je pense qu'on y est, et pour qu'ensuite ces effets restrictifs continuent de se produire sur une période suffisamment longue. Là vous parlez de la repentification de la courbe de taux. Effectivement c'est un phénomène qui est intéressant parce qu'on observe quoi? Que les taux courts sont ceux qui ont monté le plus vite, les taux longs ensuite ont pris le relais, et là ces derniers temps accélèrent plus vite que les taux courts. Ils sont passés de 4,7 à 4,8 là exactement. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement les taux courts montent moins vite ces derniers temps, les taux longs beaucoup plus vite. Et donc vous avez un phénomène de repentification qui s'opère, qui n'est pas terrible pour le marché pour l'instant, mais à un moment donné, cette repentification va s'accélérer, c'est-à-dire qu'on va repasser sur un spread positif 2 ans 10 ans, je pense plus par des effets de baisse du taux 10 ans, notamment si on commence à avoir des stats sur l'emploi qui sont moins tendus, si on continue d'avoir des stats sur l'inflation, CPI, PCE qui diminue également, et aussi si on commence à voir, peut-être qu'on a commencé à voir ça hier, des indices d'activité, notamment ISM par exemple, où la composante nouvelle commande est passée de 57 à 51, signe qu'effectivement il y a un coup de frein qui est en train de s'opérer sur la partie des services aux États-Unis, et ça c'est typiquement le genre d'information qui peut faire un peu refluer l'inflation de la courbe de taux. Exactement, et donc la partie courbe de la courbe de taux, vous avez parlé du marché de l'emploi américain, alors c'est complètement, alors je suis désolé, j'ai employé un terme qui est peut-être un peu borderline, c'est le cas de le dire, mais j'ai l'impression qu'il est complètement un peu schizophrène, c'est très dichotomique en fait. Mercredi, on a le rapport Jolts, non c'est mardi, on a le rapport Jolts qui nous dit qu'on crée beaucoup plus d'emplois, que les nouvelles offres d'emploi sont beaucoup plus importantes que ce qu'estimait le consensus. Hier, c'est l'ADP qui nous dit on crée moins d'emplois que prévu. Du coup, il va falloir des choses à qui on croit, à quel sens vouer, Alexandre? Même le marché, lui, est très data dépendant en fait. Il est comme la Fed, et la Fed voit les chiffres comme on les voit et comme le marché les voit. Il y a quand même une tendance qui s'est installée sur le rapport Jolts. Un rapport Jolts, on rappelle ce qu'on avait dit, c'est les emplois disponibles, les emplois vacants. Donc, on était au pic du marché de l'emploi tendu à 12 millions d'emplois vacants. Avant Covid, c'était à peu près 7 millions d'emplois vacants. Et là, on est retombé dans une zone qui était d'abord sous les 9 millions. Et là, on est repassé au-dessus de 9 millions. Donc, on voit qu'on a encore un peu de mal à revenir sur le niveau 7-8 millions d'avant Covid. Mais pour autant, le momentum de détente de cette partie-là est quand même là. Mais le marché est très réactif parce qu'il sait que c'est à ça que va se jouer, ou c'est sur ces chiffres-là que va se jouer la prochaine hausse de taux ou pas, justement. Et forcément, un chiffre qui montre une tension peut-être encore persistante sur le marché de l'emploi, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il vend l'obligataire, les taux remontent et le marché action n'aime pas ça. Sur le chiffre ADP, hier, après 2 stats pas terribles, ADP et ISM, nouvelle commande, les taux se détendent un petit peu, le marché action rebondit un peu. On va sur une réactivité tac au tac en fait. Et si vous avez vendredi un rapport sur l'emploi qui est bien plus mauvais, bien plus dégradé que ce qu'on attend, les taux vont s'étendre beaucoup plus fortement sur la partie courte. Et là, c'est là qu'il y a un petit point d'interrogation quand même sur la réaction du marché action. Parce que, est-ce qu'on doit considérer que le marché action doit tout de suite rallier si les taux se détendent? Pas forcément certain. Moi, je pense que dans un corridor actuellement où les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles peuvent être parfois, on l'a vu hier, des petits catalyseurs pour le marché, mais est-ce que toutes les mauvaises nouvelles vont être des catalyseurs? C'est pas sûr. Tant que la Fed ne change pas de ton, on va dans une phase un peu entre le marteau et l'enclume en fait. Pendant quelques temps, il faudrait vraiment que la Fed commence à changer, à dire oui, je vois que les stats de l'emploi se détendent et donc effectivement on ne relèvera plus les taux. Il faudrait qu'il y ait une confirmation de la Fed. Voilà. Tant qu'on n'a pas ça, pardon, je vous coupe Alexandre, mais c'était pas le discours de la Fed quand on regarde la
dernièrement, il est toujours très hawkish. Même quand on regarde les dot plots, a priori pour 2023, je crois, ou début 2024, ils sont à 6,1%. Du coup, par la force des choses, on est quand même sur un discours qui est très hawkish, très ferme et qui lutte contre l'inflation. Il reste faucon et c'est pour ça que les taux ont du mal à se détendre. Parce que d'un côté, la macro américaine doit montrer des signaux de ralentissement un peu plus forts, notamment sur la partie emploi et la partie activité. On commence à avoir quelques stats qui vont un peu dans ce sens-là, mais tant qu'aucun membre de la Fed nous dit que c'est sur leur bonne voie, etc., ben le marché action, lui, et les investisseurs se disent est-ce qu'il y aura une hausse de taux ou pas, et surtout les prochaines baisses de taux. Parce qu'on regarde aussi un peu ça maintenant à projection 2024. Comme vous l'avez dit, les projections de la Fed récentes, c'était de repousser finalement la date des premières baisses de taux. Et ça, effectivement, c'est un cocktail qui est un peu négatif pour le marché action. Je pense quand même que la Fed n'attendra pas que le marché se crache complètement pour réagir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les stats macro commencent à fléchir un peu, je pense qu'assez vite, ils vont sortir du bois, peut-être même d'ici la fin de l'année, pour dire voilà, attention, on en tient compte, on est data dépendant, comme on vous l'a déjà répété, donc ne paniquez pas non plus. Voilà, un peu en mode BCE. La BCE a commencé un petit peu sur ce terrain-là parce que l'activité en zone euro, elle est quand même bien plus ralentie qu'aux États-Unis. Ouais, c'est ça, le paradigme est un peu différent en zone euro. Quand les ISM sont clairement en phase de contraction, des niveaux de contraction, alors que là, on vient de le voir aux États-Unis, c'est encore en phase de développement, d'expansion. Du coup, par la force des choses, quand on regarde les taux européens, les niveaux des taux souverains européens, pareil, ça continue à prendre de l'épaisseur et ça plombe énormément en fait. Oui, parce que c'est la même problématique. Enfin, le même schéma qu'aux États-Unis, les gérants sont rémunérés 4%. Ouais, c'est ça. Donc, pourquoi prendre du risque sur les actions alors que. Exactement. Mais à un moment donné, quand même, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop négatif, je pense, non plus sur les actions. Moi, je ne le suis pas. Je pense qu'on est vraiment sur un écho de ce qu'on a eu en 2022. Juste un écho. Pas une réplique forte ou autre, un écho de la baisse de 2022, toujours sur fond de normalisation monétaire. Mais il faut bien aussi voir que vous avez 4% de rendement sur du cash en Europe et 5% aux États-Unis. Mais en face, en Europe notamment, vous avez quelques très belles valeurs qui ont déjà lâché 20%, on les connaît toutes, tous, les valeurs de luxe ou autres, certaines valeurs industrielles aussi, des valeurs de consommation, qui ont lâché beaucoup depuis leur sommet d'il y a 2 ans. Et à un moment donné, pour les gestions, vous aurez le choix entre effectivement être rémunéré de manière sûre à 4%, mais aussi des valeurs qui ont lâché 20-25% et des multiples aussi de valorisation qui sont beaucoup plus faibles. Le CAC aujourd'hui se paye moins de 13 fois les bénéfices. Au pic 2021, pas 2021, même l'année dernière, ce rallye qui est arrivé sur la rivière de la Chine, on avait des multiples qui ont dépassé 15, quasiment 16 fois les bénéfices sur le CAC. Donc, on reste sur des zones de multiples de valorisation du CAC qui sont parfaitement dans les moyennes historiques. Et donc, il est ni peu cher, ni très cher. Donc c'est une zone qui est assez médiane et assez intéressante. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ce que vous nous dites, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre le marteau et l'enclume, en fait, en réalité, les investisseurs sont un peu dans l'expectative. Là, pourtant, on a atteint des niveaux techniques. On disait que les 7000 points, c'était quand même un niveau technique, un seuil technique 7085, 95, 7100, ça dépend des analystes. Mais en gros, c'est ce niveau-là a été franchi à la baisse. Du coup, par la force des choses, on attend quand même un mouvement vers les 6800, quelque chose comme ça, 6000. C'est un risque, je qualifie de risque. C'est-à-dire que le risque, c'est d'aller là, mais c'est pas le scénario de base. Le scénario de base, c'était ce qu'on avait en 2022, de dire, voilà, on va avoir une année qui va être très difficile, les banques centrales qui remontent les taux, la Chine qui confine, la guerre en Ukraine. Là, il y avait une masse d'informations extrêmement négatives. Là, les politiques monétaires, c'est ça qui fait bouger le marché. Mais la Chine a réouvert, la guerre en Ukraine est toujours présente, mais ses effets sur le marché de l'énergie ont quasiment disparu. Donc, on voit le pétrole qui reflue ces derniers temps. Oui, il n'y a pas le sentiment que la situation soit aussi dramatique que l'année dernière. Donc, c'est pour ça que c'est un risque de la 6008 ou de la 6007, mais c'est plutôt un risque un peu de survente avant de repartir, plutôt que le début d'un nouveau momentum où on reperdrait une vraie tendance, etc. Voilà. D'accord, parce qu'on a l'impression que les marchés ont enfin pris conscience qu'il y avait quand même du risque, que l'environnement était risqué, macroéconomique, géopolitique. Vous dites que même si le risque est atténué, la guerre en Ukraine, effectivement, la Chine, un peu comme le marché du travail américain, on a l'impression que les nouvelles en France de Chine sont toutes un peu dichotomiques. D'un côté, un lundi, on apprend que la Chine va mieux, qu'elle se rouvre tout doucement, etc. Et puis finalement, vendredi, on apprend que non, finalement, les exportations sont... parce que les investisseurs sont aussi habitués depuis quelques années à des stop and go, en fait. Ouais, c'est ça. On a eu des stress en 2018, la Banque centrale qui remonétise, vous avez ensuite la partie Covid, et puis c'est systématiquement des phases... c'est ça, en fait, c'est tout à fait normal, en fait. Voilà, et donc finalement, la Chine qui ralentit, c'est un cycle, c'est une phase. Le bottom va être long à trouver. Je pense qu'on commence à le trouver sur l'aspect manufacturier. On voit des PMI qui commencent à repartir. La partie service est en train de ralentir toujours. Ça, c'est ça qui est au niveau de l'économie mondiale, comme en Europe, contractée, etc., qu'on est en train de surveiller le ralentissement des services, parce que là, vous avez vraiment un impact mondial qui est un peu plus fort. Mais la Chine, au niveau manufacturier, est en train de ces chiffres de balance commerciale commencent à se stabiliser un petit peu. Donc, on a des choses qui ne sont pas dramatiques à la province de Chine, mais c'est pas assez bullish pour l'instant. C'est ça, exactement. Ça reste encore dans des niveaux qui sont un peu inquiétants, mais la tendance est plutôt à l'amélioration, en tout cas. C'est un ventre mou, et le ventre mou, on peut rester quelques temps. Donc, il ne faut pas imaginer que le CAC puisse perdre 20%, ni même qu'il puisse rebondir de 20%. On va devoir rester dans une zone grise quelques temps. Et cette zone grise, en gros, c'est quoi? C'est 7000, 7002, 6000... Les zones actuelles sont, moi, me paraissent intéressantes comme pour les acheteurs moyen terme. Si vous avez des horizons de 2-3
d'investissement, c'est déjà des zones qu'il faut acheter, parce que le truc comme sympa sur des valeurs du luxe ou autre. Le risque qu'il faut prévoir dans ce scénario d'achat, c'est de se dire qu'il peut aller c'est une bonne probabilité qu'il puisse aller à 6007 ou 6008. Voilà. En dessous de ça, pour moi, on est de la survente. Et déjà maintenant, on commence un peu à arriver dans cette zone un peu de zone, un peu bear trap, un peu survente. Voilà, donc le risque, à partir de maintenant, pour moi, c'est des risques de 5 à 10% grand max de baisse. Il ne faut pas viser en deçà de... Ok, donc vous êtes positif en fait, malgré tout. Vous êtes optimiste en tout cas. Je suis des signaux de reprise, mais je ne suis pas du tout dans l'état d'esprit de 2022 à attendre un vrai cycle de baisse. Pour moi, ça c'est derrière nous. Ok, très clair. Vous avez évoqué le pétrole très rapidement. On a vu ces 2 dernières séances une détente sur les cours du pétrole. Hier, ils ont perdu plus de 5%. C'est juste sporadique en fait. En réalité, là, ça repartit dans le vert ce matin. A priori, les $100, on les vise. En réalité, c'est un objectif théorique. Moi, je les vise pas. C'est un scénario de plusieurs banques américaines ou parce que autres. effectivement. Parce que l'idée de ces scénarios de $100, c'est quoi? C'est de dire la demande mondiale, malgré le ralentissement économique en Europe et même en Chine, la demande ne cesse de progresser. On a eu ces effets de coût pour l'Arabie Saoudite à un niveau de prod qui est au plus bas depuis 2011. Mais ce que les données récentes ont montré, c'est que des pays qu'on avait sous les radars, l'Iran par exemple, ont augmenté leur production. Drastiquement leur production. On se rendait compte que l'Iran produit plus de 3 millions de barils jour désormais, quand l'Arabie Saoudite c'est 9 millions de barils jour. Vous voyez, c'est pas des petits. C'est pas n'importe quoi, c'est un tiers de la production. Exactement. Même si c'est un pays sous sanction, etc., son pétrole sort quand même sur le marché d'une ère ou d'une autre. Le Nigeria aussi, alors c'est plus faible aussi, mais on voit que la production globale de l'OPEP ces 2 derniers mois, malgré les coupes saoudiennes et OPEC+, avec la Russe, et bien ça montre quand même. Et les États-Unis ont des forages d'activité qui sont en baisse, mais un niveau de production qui reste très bon. Donc pour moi, il n'y a pas l'économie mondiale étant assez terne, la production mondiale, notamment côté US et puis Iran ou autre, reste forte. Donc pour moi, il n'y a pas les bases d'un pétrole à $100. Je le verrais plutôt, et c'est ce qu'on a eu là. Autour de 90. Voilà, la zone est même pas $80. $80, ok. Correct, et oui, on est à 80. Puisqu'on est reparti, mais on est même passé sous les 90 là actuellement. Voilà, donc c'est, pour moi, la zone correcte, elle est là, et c'est aussi que les États-Unis veulent. Ils ont des stocks stratégiques qui ont beaucoup baissé. Eux, ils veulent plutôt un pétrole 80, voire un peu en deçà, mais pas au-dessus de 80. Donc ça, je pense que la zone 80 est une zone assez médiane dans les mois qui viennent pour le pétrole. Ok, très clair. Merci Alexandre. On va poursuivre avec la paire euro-dollar, la paire l'euro qui est enfermée dans une tendance baissière. Ça va s'arrêter. Pareil, alors ce sont des banquiers d'affaires qui probablement un peu sous le coup de les instructions de leur département marketing, mais nous font dire que globalement, la parité absolue sur l'euro-dollar, c'est un objectif théorique intéressant. Vous le visez également ou non? Moi, disons que c'est quelque chose qu'on a eu l'année dernière en fait. On est exactement. En 95, donc c'était un mouvement. C'est un peu comme pour le marché action aussi. Pour moi, le mouvement de l'année dernière sur le dollar, c'est un mouvement de valeur refuge absolue. Déjà, la Fed qui montait beaucoup plus fortement ses taux que la BCE, puis le stress géopolitique, puis les confinements en Chine, c'était la valeur dollar refuge. Là, on comprend pourquoi le dollar monte toujours, parce que la BCE, effectivement, il y a un message assez soft accompagnant sa dernière hausse de taux, alors que la Fed a toujours un message faucon, donc le dollar est toujours un peu recherché. Mais encore une fois, tout ce que fait la Fed va faire freiner l'économie américaine en termes d'activité. Et je pense qu'on commence à avoir les premiers signaux. À un moment donné, les stats américaines moins bonnes, ça va réduire un peu le différentiel de dynamique économique par rapport à l'Europe, si vous voulez. Donc, les taux US vont se détendre un petit peu, la courbe va se repentifier, et puis, normalement, le dollar doit lâcher un petit peu. Donc, pour moi, la parité serait un peu le cas extrême, si vous voulez. C'est vraiment, vous voyez, quand on parle un peu de 6007 ou 6008 pour le CAC, pour moi, ce serait la parité euro-dollar, qui serait vraiment le cas un peu capitulation et on repart. Je vois plutôt un scénario de retour vers les 1,10 et ensuite 1,15 dans le scénario moyen terme, plutôt que de chercher à courir. Aller chercher le 1,000. Pour moi, déjà passé. Ok, très clair. Merci Alexandre. Il nous reste très peu de temps. On va finir votre intervention qui est totalement complète. Merci beaucoup Alexandre. Sur la publication des résultats d'entreprise, les semestriels arrivent. Qu'est-ce qu'on peut anticiper là, les premiers résultats? On a Alstom ce matin qui se fait complètement chahuter. Le cours est suspendu parce qu'ils revoient à la baisse leur niveau de trésorerie, de cash flow. Du coup, c'est un phénomène, c'est un épiphénomène où, par la force des choses, c'est quelque chose avec lequel on peut s'attendre un peu. Alors, le consensus des analystes, si on regarde du même côté US par exemple, c'est la première saison où on attend des choses à peu près à l'équilibre. Jusqu'à présent, les trimestres précédents, en données annuelles, on était toujours sur des replis, chiffres d'affaires et bénéfices. Là, c'est le premier trimestre où on attend quelque chose un peu à l'étal avant des progressions qui devraient avoir lieu au 4e trimestre. Donc, ça va être un trimestre justement assez médian où, comme toujours, on va regarder les résultats réalisés et aussi beaucoup les projections. Est-ce qu'on reparle un peu de récession dans les anticipations? Dans les derniers bilans post-résultats, les conf calls ou autres, vous aviez une diminution du nombre de mentions du mot récession dans les conférences calls. Et là, on verra si ça s'est stabilisé, ça repart un peu, s'il y a des inquiétudes économiques ou pas. Donc, pour moi, c'est une saison où, une nouvelle fois, les guidances, les fameuses projections, vont être aussi importantes que les résultats exécutés, surtout pour des valeurs qui sont toujours dans le prisme dans la surveillance des marchés, les grosses valeurs tech notamment, mais aussi les industriels. Moi,
je pense que l'embellie, notamment Asie et un peu Allemagne notamment, va arriver d'abord par la partie manufacturière et industrielle. Donc je serais assez focalisé là-dessus comme repère, mais je pense qu'il y a quand même des choses assez moyennes au niveau des techs, par exemple. Je ne pense pas qu'on aura des résultats absolument gigantesques des techs. Apple est un peu sous pression, Microsoft aussi. Voilà, je pense que c'est des valeurs qui vont rester à donner des projections toujours assez médianes, et je pense que l'embellie va plutôt arriver sur le résultat du T4. Le T4, voilà. Ok, très clair. Bah, écoutez, on verra ça, on suit ça avec attention. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alexandre Baradez, vous êtes Chief Market Analyst chez IG, et puis on espère vous voir plus régulièrement sur notre plateau. Merci beaucoup Alexandre, on marque une rapide courte page de publicité, on se retrouve après pour notre point bourse. À tout de suite sur Téléfinance.